Au commencement était le Verbe. Cette phrase ouvre l'Évangile selon Jean dans la Bible. Elle a traversé les siècles, répétée, commentée, transformée. Pour certains, elle signifie que tout commence par le langage. Pour d'autres, que le langage est déjà une forme de création, presque une puissance divine. Le mot ne sert pas seulement à dire le monde, il le fait exister. Mais si le langage crée, alors peut-il aussi se déformer, se tordre, se perdre? C'est peut-être là que commence vraiment la poésie. La poésie est sans doute le genre littéraire qui a poussé le plus loin l'exploration du langage. Là où le roman raconte, là où le théâtre incarne, la poésie, elle, expérimente. Elle découpe, elle répète, elle contraint, elle libère. Elle cherche moins à dire quelque chose qu'à voir jusqu'où les mots peuvent aller. Et parfois, jusqu'où ils peuvent disparaître. Dans cette vidéo, je vous propose de plonger dans un iceberg. Un iceberg des formes poétiques. À la surface, vous trouverez des formes familières, le sonnet, la fable, des structures encore reconnaissables, rassurantes. Puis en descendant, les repères se troublent. Les règles deviennent étranges. Les formes se déforment. Le sens lui-même commence à vaciller. Et tout au fond, des structures qui semblent parfois ne plus appartenir au langage. Alors jetez l'encre, préparez vos scaphandres et plongeons-nous dans ce monde poétique. Le sonnet. Le sonnet, en principe, tout le monde voit à peu près ce que c'est. 14 vers, 2 quatrains, 2 tercets. Une forme qu'on a tous croisée à l'école, une sorte de poème classique, bien rangé, presque rassurant. Mais comme souvent en poésie, les choses sont un peu moins simples qu'elles en ont l'air. Déjà, le sonnet ne vient pas de France. Il naît en Italie au XIIIe siècle, probablement à la cour de Frédéric II. Le mot sonnet vient de l'italien sonetto, qui signifie littéralement petit son ou petite chanson. À l'origine, c'est une forme liée à la musicalité, à quelque chose qui se dit presque autant qu'il s'écrit. Et très vite, la forme se fixe. Le modèle italien, qu'on appelle souvent le sonnet pétrarchiste, en référence à Pétrarque, repose sur une structure très précise. 2 quatrains suivis de 2 tercets, avec un système de rimes assez rigoureux, souvent avec des rimes embrassées pour les deux quatrains, ABBA, ABBA, puis des combinaisons plus libres pour les tercets. Mais surtout, ce modèle introduit un élément essentiel, la volta. La volta, c'est le moment où le poème bascule, un changement de ton, d'idée, de perspective. Elle est souvent placée entre les quatrains et les tercets. On pose une idée, puis on la renverse. On décrit une situation, puis on l'analyse. On affirme, puis on doute. Autrement dit, le sonnet n'est pas seulement une forme fixe, c'est une forme de pensée. Quand le sonnet arrive en France, au XVIe siècle, il est repris, adapté, transformé. On parle alors de sonnet marotique, puis de sonnet français, avec des règles légèrement différentes. Les rimes évoluent, notamment dans les tercets, et certaines contraintes se renforcent. Les poètes de la Pléiade, comme Ronsard ou Du Bellay, vont en faire une forme majeure de la poésie française. Mais même là, rien n'est totalement figé. Certains sonnets jouent avec la disposition des rimes, d'autres déplacent la volta, certains brouillent la frontière entre quatrains et tercets. Et puis, il y a la fin, ce que l'on appelle parfois la pointe, les derniers vers du sonnet, là où tout se resserre, une chute, une révélation, parfois une simple nuance, mais qui donne au poème son dernier mouvement. Comme si tout le texte conduisait à cet instant précis. Et une fois que la forme est maîtrisée, les poètes commencent à jouer avec. Il existe des sonnets inversés, des sonnets sans rime, des sonnets continus,
Et surtout des constructions beaucoup plus vertigineuses, comme la couronne de sonnets, une suite de sonnets liés entre eux, où chaque poème reprend le dernier vers du précédent, formant une chaîne, parfois même un cercle parfait. Une forme qui tourne sur elle-même, une forme qui refuse de s'arrêter. La fable, elle aussi, on croit la connaître. On l'a apprise à l'école, on l'a récitée parfois sans trop comprendre pourquoi. Des animaux qui parlent, une petite histoire et à la fin, une morale. Quelque chose de simple, presque enfantin. Et pourtant, là encore, la forme est beaucoup plus ancienne et beaucoup moins innocente qu'elle n'en a l'air. La fable remonte à l'Antiquité, notamment avec Ésope, un auteur grec dont les récits circulaient déjà oralement plusieurs siècles avant notre ère. D'ailleurs, petite parenthèse, difficile d'être réellement certain, comme souvent avec les auteurs de cette époque, qu'il ait réellement existé. Ces histoires courtes mettaient en scène des animaux pour parler des humains, de leurs défauts, de leurs travers, de leur rapport de pouvoir. Parce que dire directement les choses, c'est risqué. Alors on déplace. On fait parler un renard, un corbeau, un loup, et soudain ce n'est plus une critique, c'est une histoire. Ce procédé, on le retrouve ailleurs. Dans les traditions religieuses par exemple, avec les paraboles. Dans les évangiles, le Christ raconte des histoires simples. Un semeur, un fils prodigue, un voyageur. Mais ces récits ne sont jamais seulement ceux qu'il raconte. Ils demandent à être interprétés. Ils ouvrent un sens plutôt qu'ils ne l'imposent. La fable fonctionne de la même manière. Elle dit et elle cache en même temps. Quand elle arrive en France avec Jean de La Fontaine au XVIIe siècle, elle devient un genre majeur. Mais là encore, derrière la légèreté apparente, il y a autre chose. Les fables de La Fontaine s'adressent officiellement à un jeune public, mais elles parlent de politique, de justice, de pouvoir. Certaines morales sont explicites, d'autres sont ambiguës. Parfois même, elles semblent contredire le récit. C'est peut-être là que la fable devient intéressante, parce que la morale, justement, n'est pas toujours là où on l'attend. Et parfois même, elle disparaît presque. Le haïku. Le haïku lui aussi semble simple. 3 vers, 5 syllabes, 7 syllabes, 5 syllabes, 17 syllabes en tout, une forme courte, presque minimale, quelque chose qu'on pourrait croire facile à écrire ou à comprendre. Mais là encore, cette simplicité est trompeuse. Le haïku vient du Japon, et plus précisément d'une forme plus ancienne appelée renga, une poésie collaborative où plusieurs auteurs composaient à tour de rôle. Le premier vers de ces poèmes, appelé hokku, a fini par devenir une forme autonome. C'est au XVIIe siècle, notamment avec Matsuo Basho, que le haïku devient ce qu'on connaît aujourd'hui, une forme brève mais extrêmement exigeante. Car le haïku ne raconte pas, il ne développe pas, il saisit. Un instant, une sensation, un détail presque invisible. Un corbeau sur une branche sèche, un étang, le bruit d'une grenouille qui plonge. Le haïku repose sur quelques principes essentiels. D'abord la présence d'un kigo, un mot de saison qui inscrit le poème dans un moment précis de l'année. Ensuite le kireji, une sorte de coupure ou de césure qui crée une tension entre deux images, deux idées. Le sens naît dans cet espace, dans ce qui n'est pas dit. Parce que le haïku ne cherche pas à expliquer, il ne donne pas de morale, il ne conclut pas, il ouvre. Et c'est peut-être en cela qu'il est si difficile, car écrire un haïku, ce n'est pas remplir une forme, c'est retirer, couper, alléger, jusqu'à ne garder que l'essentiel, jusqu'à ce que quelques mots suffisent à faire apparaître quelque chose, ou peut-être juste à en suggérer l'absence. L'Aude.
L'Aude, elle, a une réputation un peu différente. On ne la récite pas forcément par cœur à l'école, mais on en a une image assez claire, quelque chose de lyrique, de solennel, presque noble, une poésie qui élève. Et pour cause, à l'origine, l'Aude est un chant. Le mot vient du grec ode, qui signifie simplement chant. Dans la Grèce antique, les odes étaient destinées à être accompagnées de musique, souvent chantées lors de cérémonies publiques ou religieuses. Le poète n'écrit pas seulement un texte, il compose une parole destinée à être portée, amplifiée, presque incarnée. Et surtout, l'aude s'adresse à quelqu'un ou à quelque chose. Un dieu, un héros, un vainqueur, parfois même une idée. Elle célèbre, elle loue, elle élève son sujet. Mais cette élévation ne se fait pas n'importe comment. Avec des poètes comme Pindare dans la Grèce antique, l'aude devient une forme très structurée, presque architecturale. Les odes pindariques, notamment, reposent sur une organisation en 3 parties. La strophe, l'antistrophe et l'épode. La strophe et l'antistrophe ont une structure métrique identique. Elles se répondent comme 2 mouvements symétriques. À l'origine, elles accompagnaient même des déplacements du cœur dans l'espace. Un mouvement puis son retour. Puis vient l'épode, une 3e partie différente qui brise le rythme installé, à un autre tempo, une autre structure. Ce système peut se répéter plusieurs fois dans une même ode, créant une forme à la fois régulière et dynamique, presque chorégraphique. Et en même temps, il existe d'autres types d'odes dans l'Antiquité. Les odes dites horaciennes du poète latin Horace sont beaucoup plus régulières, composées de strophes identiques, sans alternance strophe-antistrophe. Moins spectaculaires peut-être, mais plus méditatives, plus intérieures. Quand la forme arrive en France, elle est reprise, adaptée. Avec Ronsard notamment, l'aude devient plus libre. Elle garde son ambition lyrique, son souffle, mais abandonne souvent la structure complexe des modèles antiques. Les strophes varient, les maîtres changent, la musique reste, mais elle se transforme. Et peu à peu, la contrainte se relâche. L'aude devient moins une structure fixe qu'une intention. Dire quelque chose de grand, donner de l'ampleur, faire résonner. La prose poétique. Avant d'aller plus loin, il faut peut-être s'arrêter un instant. Parce qu'on parle depuis le début de forme poétique. Le sonnet, la fable, le haïku, l'aude. Mais au fond, qu'est-ce que c'est une forme poétique? On pourrait dire un ensemble de règles, un nombre de vers, un système de rimes, une structure précise. C'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. Depuis l'Antiquité, et notamment chez Aristote dans sa Poétique, la forme ne se réduit pas à une simple contrainte technique. Elle organise une manière de dire, une manière de produire du sens. Plus tard, des théoriciens comme Roman Jakobson parleront d'une fonction poétique du langage, le moment où le langage attire l'attention sur lui-même, sur sa propre forme. Autrement dit, la poésie ne se définit pas seulement par ce qu'elle dit, mais par la façon dont elle le dit. Et cette façon, peut prendre plusieurs visages. Parfois, elle est très visible et construite. Des rimes, des vers réguliers, une structure fixe. Parfois, elle est plus légère, discrète, conceptuelle. C'est là qu'apparaît par exemple la prose poétique. La prose poétique, comme son nom l'indique, abandonne le vers. Plus de lignes découpées, plus de rimes obligatoires. Le texte s'étend comme un paragraphe. En apparence, on est revenu à la prose. Et pourtant, quelque chose reste. Au XIXe siècle, avec des auteurs comme Baudelaire dans Le Spleen de Paris ou Aloysius Bertrand avant lui, avec Gaspard de la Nuit, la prose poétique devient une forme à part entière. Une manière d'écrire qui emprunte à la prose sa liberté, mais qui conserve à la poésie son intensité. Car même sans vers,
il y a encore du rythme, il y a encore des images, des échos sonores, une densité particulière du langage. Le texte ne raconte pas seulement, il travaille la langue. Et c'est peut-être là que la question devient plus troublante. Si la poésie peut exister sans vers, sans rime, sans structure visible, alors où est la forme? Est-ce qu'elle est encore dans le texte? Ou est-ce qu'elle est dans le regard qu'on porte sur lui? Certains critiques ont posé la question autrement. Ce n'est peut-être pas la forme qui fait la poésie, mais une certaine manière de lire, une attention particulière, une façon de ralentir, de percevoir autrement. Et à partir de là, l'iceberg commence doucement à changer. Parce qu'on ne descend plus seulement vers des formes plus complexes, mais aussi vers des formes de moins en moins visibles. Des formes qui existent encore, mais qu'il faut presque deviner. Nous descendons maintenant sous la surface. La ballade. La ballade est une forme poétique médiévale française, très utilisée au XIVe et XVe siècle, notamment par des auteurs comme Eustache Deschamps ou François Villon. Le terme vient de ballaire, danser. À l'origine, il y a un lien avec le chant et le mouvement. Mais contrairement à ce que le mot peut suggérer aujourd'hui, la ballade est une forme très rigoureuse. Sa structure classique est la suivante. 3 strophes de même longueur, suivies d'un envoi, strophe finale plus courte, 2 fois plus courte, et un refrain identique à la fin de chaque strophe et de l'envoi. Chaque strophe comporte généralement soit 8 vers, soit 10 vers. Les rimes sont strictement organisées et identiques d'une strophe à l'autre. Le schéma le plus courant pour une ballade en décasyllabes est AB, ABB, CC, DCD, ce qui crée une structure miroir. Et donc le dernier vers D correspond au refrain. L'envoi reprend une partie de ces rimes, souvent sur un modèle plus court, et se termine aussi par le refrain. D'ailleurs, ce refrain n'est pas simplement décoratif. Il est intégré syntaxiquement à chaque strophe, ce qui oblige le poète à construire ses phrases en fonction de lui. Le vers revient à l'identique, mais son sens dépend du contexte grammatical et sémantique dans lequel il est inséré. Autrement dit, le refrain est fixe, mais son interprétation peut varier. Il existe aussi plusieurs variantes de la ballade. La ballade simple, qui est la forme la plus courante, la ballade double avec des strophes 2 fois plus longues, et la ballade carrée, où le nombre de vers dans les strophes est identique au nombre de syllabes dans les vers. Autrement dit, si les vers sont des octosyllabes, les strophes seront des huitains. Si les vers sont des décasyllabes, les strophes seront des dizains. Le rondeau. Le rondeau est l'une des plus anciennes formes fixes de la langue française. Son étymologie nous ramène au mot rond. À l'origine, au XIIIe siècle, c'est une pièce chantée pour accompagner une danse en cercle. À cette époque, la forme est souple, mais elle repose déjà sur un principe immuable, la répétition. Dans sa forme primitive, celle des Trouvères et de Guillaume de Machaut, on parle souvent de rondeau simple. Il se compose généralement de 8 vers construits sur 2 rimes seulement. Son schéma est très précis, le voici. Ici, les lettres majuscules représentent les vers qui sont répétés textuellement. On remarque que les 2 premiers vers ouvrent le poème, que le premier revient au milieu et que le couplet final ferme la marche. C'est une forme courte, nerveuse, qui privilégie l'efficacité musicale. Au XVe siècle, avec Charles d'Orléans, puis au XVIe avec Clément Marot, le rondeau s'allonge et se complexifie pour devenir le rondeau commun. C'est la forme la plus célèbre. Elle compte 13 vers hétérométriques répartis sur 3 strophes, un quintile, un tercé et un autre quintile. Le schéma de rime devient celui-ci. Le R ici désigne le rentrement. Ce n'est plus un vers entier que l'on répète, mais uniquement les premiers mots du premier vers.
Ce refrain court vient briser la rime à la fin de la deuxième et de la troisième strophe. C'est un exercice de style complexe. Le poète doit faire en sorte que ce morceau de phrase s'insère naturellement dans le texte, tout en lui donnant, si possible, un sens légèrement différent à chaque répétition. Il existe enfin une variante, plus rare et extrêmement exigeante, le rondeau redoublé. Jean de La Fontaine s'y est essayé. Il comporte 6 quatrains. Poussé à son paroxysme. Chacun des 4 vers du premier quatrain doit devenir, successivement, le dernier vers des 4 quatrains suivants. Le 6e quatrain, lui, sert de conclusion et se termine par le rentrement initial. C'est une forme qui ne laisse aucune place à l'improvisation. Le poète n'est plus seulement un auteur, il devient un horloger qui ajuste des rouages sémantiques pour que la boucle se referme sans jamais paraître forcée. L'épopée. L'épopée est sans doute la forme la plus imposante de cette catégorie. Son nom vient du grec épopoia, l'action de faire un récit. Mais attention, on ne parle pas d'une simple narration. C'est le genre fondateur qui sert à souder un peuple autour de ses héros. Le point de départ se situe en Mésopotamie, plus de 2000 ans avant notre ère. L'épopée de Gilgamesh est le plus ancien récit écrit parvenu jusqu'à nous. Gravé sur des tablettes d'argile, ce texte pose déjà les bases de ce qu'on appelle le voyage du héros. L'histoire suit Gilgamesh, roi d'Uruk, qui, après la mort de son ami Enkidu, entame une quête désespérée pour obtenir l'immortalité. C'est ici qu'apparaissent des ressorts narratifs universels. Le départ du héros, la confrontation avec des monstres et la traversée d'un monde souterrain. Techniquement, l'épopée repose sur 3 piliers. Le merveilleux, avec des dieux et des forces surnaturelles qui interviennent directement dans les actions humaines. Un style sublime, notamment avec l'utilisation de vers longs et majestueux, comme l'hexamètre dactylique chez les Grecs ou l'alexandrin en France. La noblesse du sujet impose un ton élevé, mais encore l'ampleur. Le récit est divisé en chants et utilise des épithètes homériques. Ce sont des formules répétées comme « Achille au pied léger » par exemple, qui aident les poètes à mémoriser ces textes immenses. Après Gilgamesh, Homère avec l'Iliade et Virgile avec l'Énéide ont fixé ces codes pour des siècles. Ce qui est remarquable, c'est que ces mécaniques n'ont pas changé. Le duo entre le héros et son compagnon, la quête d'un artefact ou la descente aux enfers sont des rouages que l'on retrouve aujourd'hui dans toutes les grandes sagas cinématographiques. L'épopée est simplement passée de l'oralité à l'écran, tout en restant la structure de base pour raconter une légende. L'élégie. L'élégie est une forme qui a radicalement changé de sens au fil des siècles. À l'origine, chez les Grecs et les Romains, elle n'était pas forcément triste. Son nom vient du mot élégeia, et elle se définissait uniquement par sa structure, le distique élégiaque. C'est un groupement de 2 vers, un hexamètre suivi d'un pentamètre, qui crée un rythme de balancement, une sorte de respiration saccadée. Dans l'Antiquité, on utilisait ce rythme pour parler de tout, de guerre, de morale ou d'amour. Mais peu à peu, cette forme de balancement a été perçue comme un soupir, une plainte. À partir de la Renaissance, l'élégie abandonne sa contrainte de versification stricte pour devenir un genre thématique. Elle devient le poème de la déploration. C'est ici que le poète exprime sa souffrance face à la mort, à l'exil ou à l'amour perdu. Le ton devient mélancolique. Si l'on doit retenir des noms, ce sont ceux de Tibulle ou d'Ovide pour l'Antiquité qui ont fixé ce lien entre élégie et douleur amoureuse. En France, au XVIe siècle, Louise Labbé utilise l'élégie pour crier sa passion, tandis qu'au XIXe siècle, les romantiques comme Alphonse de Lamartine ou Marceline d'Esbordes-Valmore en font le cœur de leur œuvre. Le but n'est plus de respecter un nombre de vers, mais de traduire ce qu'ils appellent le vague des passions.
Un détail intéressant. Bien que l'élégie soit devenue très libre dans sa forme, elle conserve souvent une structure de plainte organisée. Chez les poètes anglais, on retrouve l'élégie pastorale, où le poète pleure un ami mort en le transformant en berger dans un décor idéal, mélangeant ainsi le deuil et la nature. Aujourd'hui, le terme a quitté la poésie pour la musique. Quand on écoute une pièce élégiaque, on entend ce rythme lent et funèbre qui est l'héritage direct du vieux distique antique. Le poème holorime. Avec le poème holorime, nous rencontrons l'une des contraintes les plus extrêmes de la langue française. Son nom est explicite, du grec holos, entier, et de rime. Ici, la rime ne se contente pas de la fin du vers. C'est le vers tout entier qui doit rimer avec le suivant. Concrètement, il s'agit de construire des vers qui sont des calques phonétiques parfaits. À l'oreille, les deux vers sonnent de manière identique, mais à la lecture, le sens et l'orthographe doivent être totalement différents. Le schéma n'est plus une alternance de rimes, mais une superposition totale. Chaque distique est un défi de vocabulaire et de syntaxe. On cite souvent les classiques du XIXe siècle, comme Marc Monnier et son célèbre « Gars l'amant de la reine à la tour magnanime », « Gars l'amant de la reine à la tour magnanime ». Mais pour trouver une application plus moderne et pleine de charme, il faut se tourner par exemple vers Louise de Villemorin et son ouvrage L'alphabet des aveux. On a souvent reproché à l'holorime d'être un simple jeu de mots de salon. C'est vrai que c'est une forme qui a été beaucoup portée par les grands rhétoriqueurs, ou par les poètes fantaisistes qui cherchaient à montrer leur maîtrise absolue de la langue. Pourtant, chez une auteure comme Villemorin, on s'aperçoit que la contrainte force le poète à trouver des associations d'idées totalement imprévisibles. Le sens naît du son et non l'inverse. C'est un exercice qui demande une patience d'horloger. Il faut parfois des jours pour assembler deux vers qui fonctionnent phonétiquement sans sacrifier la syntaxe. C'est la poésie devenue mécanisme de précision. Pour terminer cette section, nous arrivons au calligramme. Le terme est un néologisme célèbre, inventé par Guillaume Apollinaire en 1918. C'est un mot valise qui fusionne calligraphie, la belle écriture, et idéogramme, enfin, le signe graphique qui représente une idée. Le principe est immédiatement reconnaissable. Le poème forme un dessin qui représente le sujet même du texte. Si le poète parle d'une colombe, les vers se courbent pour dessiner ses ailes. S'il parle de la pluie, les mots tombent verticalement sur la page. Techniquement, le calligramme brise la règle fondamentale de la lecture linéaire. On ne lit plus seulement de gauche à droite et de haut en bas, l'œil doit embrasser l'image globale avant de déchiffrer les détails. C'est une forme de poésie simultanée, où le fond et la forme fusionnent totalement. Bien qu'Apollinaire ait popularisé le nom et la forme moderne avec son recueil justement intitulé Calligramme, le concept est beaucoup plus ancien. Dès l'Antiquité grecque, on trouvait des poèmes-objets, appelés technopaeginia, où le texte dessinait des haches ou des ailes. Au XVIe siècle, Rabelais s'en amuse aussi dans son 5e livre, avec la célèbre Dive Bouteille, dont le texte prend la forme d'un flacon. Le calligramme marque un tournant historique. C'est le moment où la poésie s'approprie les codes des arts visuels. Apollinaire, très proche des peintres cubistes comme Picasso, voulait que la poésie soit aussi moderne que la peinture de son temps. Un petit détail technique. Écrire un calligramme est un exercice de mise en page périlleux. Il faut jouer sur la longueur des mots et l'espacement des lettres pour que le dessin reste lisible sans que le rythme du vers ne soit totalement détruit. C'est une poésie qui demande autant de talent de typographie que de talent de poète. Avec le calligramme, la page blanche cesse d'être un support pour devenir un espace de construction. Nous quittons maintenant la surface. Les formes que nous avons croisées jusqu'ici font partie de notre paysage culturel commun. Mais en descendant dans ces eaux claires, la visibilité change. Les structures deviennent plus rares, les règles plus étroites. On commence à rencontrer des formes qui demandent aux poètes
non plus seulement de l'inspiration, mais une véritable endurance mathématique. La villanelle. La villanelle, et non pas la vie d'Adèle, vient de l'italien villanella, qui désigne une chanson de berger, une danse paysanne. Pourtant, ne vous fiez pas à son origine rustique. C'est aujourd'hui l'une des formes les plus sophistiquées et les plus obsédantes de la poésie. La villanelle repose sur un système de répétition circulaire qui peut donner le vertige. Elle se compose de 19 vers, répartis en 5 tercets et un quatrain final. Mais sa véritable complexité réside dans ces deux refrains. Alors attention, il faut suivre. Le premier et le troisième vers de la première strophe vont alterner comme des échos au long du poème. Le premier vers revient à la fin des strophes 2 et 4. Le troisième vers revient à la fin des strophes 3 et 5. Et pour conclure, ces deux vers se rejoignent pour former un couplet final à la fin du quatrain. C'est une forme qui ne progresse pas. Elle tourne sur elle-même, créant une impression d'obsession ou de fatalité. Si elle apparaît à la Renaissance avec des poètes comme Jean Passera, la villanelle a connu un destin paradoxal. Elle est devenue extrêmement populaire chez les poètes anglophones du XXe siècle. Le chef-d'œuvre absolu du genre est le poème de Dylan Thomas, Do Not Go Gentle into That Good Night. Il y utilise la répétition des refrains pour exprimer la révolte désespérée face à la mort de son père. Le piège de la villanelle, c'est la monotonie. Puisque deux vers reviennent sans cesse, le poète doit être capable de changer subtilement leur contexte émotionnel à chaque répétition. Un vers qui semble léger au début doit pouvoir devenir tragique à la fin, simplement par le jeu des vers qui l'entourent. C'est un exercice de nuance extrême, transformer une répétition mécanique en une émotion croissante. Le bout rimé. Le bout rimé est sans doute la forme la plus ludique de cette strate. Ici, la poésie devient un sport de contrainte. Le principe est simple, mais redoutable. On vous donne une liste de rimes préétablies, souvent les plus absurdes possibles, et vous devez rédiger un poème cohérent qui s'y adapte. Ce n'est plus le fond qui commande la forme, c'est la fin du vers qui dicte le sujet. Cette mode explose au XVIIe siècle. On raconte qu'un poète nommé Dulot s'était plaint d'avoir perdu des manuscrits, mais qu'il en avait au moins sauvé les bouts rimés. Ses amis y virent un nouveau genre. C'est devenu un jeu favori des salons mondains. On lançait un défi à un auteur en lui imposant des rimes disparates pour voir s'il parviendrait à en tirer un sonnet élégant. Techniquement, le bout rimé est une gymnastique sémantique. L'enjeu est de masquer la contrainte. Un bon bout rimé ne doit pas avoir l'air forcé. Le lecteur doit avoir l'impression que le poète voulait dire exactement cela, alors qu'il était en réalité prisonnier d'une grille imposée. Mais derrière le jeu, une question se pose. Quelle place reste-t-il pour la sincérité de l'auteur ? Si les mots sont imposés, le poète n'est-il qu'un simple technicien ? On pourrait croire que la contrainte libère l'inconscient, mais il y a une lecture plus sombre. Le bout rimé nous montre que la parole peut être parfaitement séduisante, émouvante, voire sublime, tout en étant totalement artificielle. Il y a quelque chose de vertigineux, presque d'inquiétant, à réaliser qu'un auteur peut nous faire ressentir une émotion profonde, alors que ses raisons d'écrire n'étaient qu'un pur calcul mécanique. La sextine. La sextine est un labyrinthe. Inventée au XIIe siècle par le troubadour Arnaud Daniel, que Dante surnommait le meilleur artisan de la langue maternelle, cette forme abandonne la rime pour quelque chose de plus implacable, la répétition algorithmique. La structure est une pure combinatoire. La sextine se compose de 6 strophes de 6 vers, suivies d'une tornade, un envoi de 3 vers. Ici, on ne cherche pas des sons qui se ressemblent. Ce sont les 6 mêmes mots qui doivent terminer tous les vers du poème du début à la fin. Mais l'ordre de ces mots change à chaque strophe selon une règle mathématique précise appelée la permutation en spirale. Le mot qui termine le dernier vers d'une strophe devient le premier de la suivante et ainsi de suite
jusqu'à ce que les 6 mots aient occupé toutes les positions possibles. C'est une machine textuelle qui ne laisse aucune place au hasard. L'effet produit sur le lecteur est celui d'une obsession. Comme les mêmes mots reviennent sans cesse dans des contextes différents, ils finissent par perdre leur sens premier pour devenir des signaux, des pivots sonores. C'est une poésie de l'enfermement, où le poète tourne en cage à l'intérieur de son propre lexique. Pour comprendre la puissance moderne de cette forme, il faut citer l'œuvre de Jacques Roubaud et particulièrement son recueil Quelque chose noir. Roubaud, qui est à la fois poète et mathématicien, membre de l'Oulipo, utilise la celestine et ses variantes comme la quenine pour traiter un sujet paradoxalement très organique, le deuil de sa femme. C'est là que l'algorithme devient bouleversant. Roubaud utilise la froideur de la structure mathématique pour contenir une douleur qui autrement serait impossible à dire. La forme robotique, répétitive, presque inhumaine de la celestine devient le seul réceptacle capable de supporter le vide et l'absence. On ne parle plus ici de prouesse technique, mais d'une poésie prothèse. Quand les mots ne suffisent plus, on s'en remet à la machine, à la structure pour ne pas s'effondrer. C'est l'union ultime entre la rigueur du robot et le cri de l'homme. Le pantoum. Le pantoum est une forme d'importation. Son nom vient du malais pantoun, une forme poétique traditionnelle d'Asie du Sud-Est que les voyageurs et les écrivains français ont découverte au XIXe siècle. C'est Victor Hugo qui, le premier, en a donné un exemple dans ses Orientales, mais c'est Théodore de Banville qui en a fixé les règles rigoureuses en France. La structure du pantoum est unique. Elle fonctionne par tuilage. C'est un poème composé de quatrains où les vers s'entrelacent d'une strophe à l'autre. La règle est implacable. Le deuxième et le quatrième vers de chaque strophe deviennent le premier et le troisième vers de la strophe suivante. C'est un mouvement de progression qui revient sans cesse sur lui-même. Imaginez une chaîne dont chaque maillon est soudé au précédent par 2 points d'attache. Pour clore le poème, la tradition veut que le tout dernier vers du texte soit identique au tout premier vers du poème. La boucle est bouclée, le texte est enfermé dans sa propre ronde. Techniquement, le pantoum crée une atmosphère de rêve ou de vertige. Puisque chaque vers est lu 2 fois, dans 2 contextes différents, il finit par acquérir une résonance particulière, presque incantatoire. On ne progresse pas dans une narration, on s'enfonce dans une ambiance. Charles Baudelaire en a écrit l'un des plus célèbres exemples avec Harmonie du soir. Bien que ce ne soit pas un pantoum strict au sens malais du terme, il en utilise le principe de répétition pour évoquer la mélancolie du crépuscule et le souvenir qui obsède l'esprit. Ce qui est fascinant avec le pantoum, c'est son dépaysement. En Malaisie, le pantoum original était souvent bref et imposé, avec un sens caché entre les 2 premiers vers, souvent une image naturelle, et les 2 derniers, un sens moral ou amoureux. En arrivant en France, les poètes en ont fait une forme longue, savante et extrêmement complexe. On retrouve ici cette thématique qui nous suit depuis le début de la descente. La capacité de la poésie à transformer une structure répétitive, presque mécanique, en un instrument de pure hypnose. Le lecteur ne suit plus un fil, il est bercé par une houle de mots qu'il ne lâche plus. Le caviardage. Le caviardage, aussi appelé poésie par soustraction ou blackout poetry, marque une rupture nette dans notre progression. Ici, le poète ne part plus d'une page blanche, mais d'un texte déjà existant. Une page de journal, un vieux roman, ou même un document administratif. Son travail n'est pas d'ajouter mais d'effacer. La technique consiste à masquer, à l'aide d'un feutre noir ou de peinture, la quasi-totalité du texte original, pour ne laisser apparaître que quelques mots isolés. Ces mots rescapés, une fois reliés par l'œil, forment un nouveau poème. C'est une forme de sculpture. Le poète considère la page
comme un bloc de matière brute, dont il retire l'excédent pour faire surgir une vérité cachée, souvent à l'opposé du sens initial. Le mot caviardage vient de la censure tsariste du XIXe siècle, où l'on recouvrait les passages interdits de taches noires ressemblant à du caviar. Mais les artistes ont détourné ce geste de contrôle pour en faire un geste de création. Dans les années 60, l'artiste Tom Phillips a ainsi créé son œuvre monumentale A You Moment, en caviardant un roman victorien obscur pour y débusquer une épopée totalement nouvelle. Mais au-delà de l'aspect visuel, le caviardage nous force à une réflexion troublante sur la nature même de l'écriture. On peut considérer que toute forme de création littéraire est, par essence, un caviardage du langage. Quand nous écrivons, nous ne créons pas de nouveaux mots. Nous puisons dans un réservoir de signes déjà existants, dans des inspirations et des structures que nous avons héritées. Choisir un mot, c'est en assassiner 1000 autres. Construire une phrase, c'est rejeter une infinité de combinaisons possibles. L'écrivain est toujours un censeur qui s'ignore. Il sélectionne des fragments dans le bruit du monde et recouvre le reste de silence. Nous franchissons maintenant un nouveau seuil. Bienvenue dans les eaux profondes. À l'entrée de ce palier, on pourrait graver ces mots célèbres que Dante place à l'entrée des enfers. Vous qui entrez ici, abandonnez tout espoir. Car les formes que nous allons croiser ici ne sont plus des jeux, ce sont des architectures totales, des systèmes qui ne s'arrêtent jamais. La terza rima. La terza rima, ou tierce rime, est la forme que Dante a créée pour bâtir sa divine comédie. Si elle appartient aux eaux profondes, c'est parce qu'elle possède un mouvement perpétuel, une force d'entraînement qui semble pouvoir durer l'éternité. La structure repose sur des tercets, qui s'imbriquent les uns dans les autres par un système de rimes croisées. Le schéma est le suivant. Le secret de sa puissance réside dans le vers central de chaque strophe. Ce vers solitaire, au milieu du premier tercet, devient le pilier qui soutient le tercet suivant en imposant sa rime. Chaque strophe appelle la suivante, créant une réaction en chaîne ininterrompue. Pour arrêter le poème, le poète doit ajouter un vers final unique qui rime avec le milieu du dernier tercet. Cette structure crée une dynamique de marche forcée. C'est ici que l'on peut faire un parallèle avec le conte d'Anderson, Les Souliers Rouges. Tout comme la jeune fille qui, une fois les chaussures enfilées, est condamnée à danser sans jamais pouvoir s'arrêter jusqu'à l'épuisement total, le poète prisonnier de la terza rima est emporté par son propre rythme. La rime du milieu agit comme une exigence, une dette que l'on doit payer dans la strophe suivante. C'est une écriture qui ne s'essouffle pas, qui ne s'arrête jamais de respirer. Bien que née en Italie au XIVe siècle, la terza rima a hanté la poésie française, de Théophile Gautier à certains poètes contemporains. Mais elle reste rare car elle demande une endurance mentale hors du commun. On ne rédige pas une terza rima, on entre dans un engrenage. Dans cette profondeur, la poésie n'est plus un ornement du langage, elle est une mécanique sempiternelle qui finit par consumer celui qui l'écrit. Le lait. Le lait nous fait remonter au XIIe siècle, à l'époque de la littérature dite de cour. C'est une forme courte, destinée à être contée ou chantée, qui puise ses racines dans les anciennes légendes celtiques et la matière de Bretagne. Si nous le plaçons dans les eaux profondes, c'est parce qu'il représente une racine ancienne de notre poésie narrative, aujourd'hui devenue rare. Techniquement, le lait se présente le plus souvent comme une suite de distiques d'octosyllabes, rimées 2 à 2. C'était le maître privilégié à l'époque pour le récit. Sa structure est fluide, privilégiant la clarté de la narration sur l'ornementation complexe. Il existe également une forme plus tardive, le lait lyrique, beaucoup plus rigide avec des systèmes de répétition de rimes sur 12 strophes. Mais le lait narratif reste la référence historique. La grande figure du genre est Marie de France. Ses laits explorent la complexité des sentiments humains, souvent à travers le prisme du merveilleux. Si beaucoup traitent de l'amour et de la loyauté, certains s'aventurent dans des zones plus singulières. C'est le cas du lait de Bisclaveret.
qui met en scène un seigneur se transformant en loup-garou. Ici, le ton se fait plus sombre, pour décrire la vie nocturne de la bête dans la forêt, la trahison de son épouse qui lui dérobe ses vêtements, l'empêchant de retrouver sa forme humaine, et sa quête de justice finale. C'est un exemple frappant de la manière dont le lait pouvait intégrer des éléments de folklore inquiétants dans une structure poétique par ailleurs très codifiée. En résumé, le lait est une poésie du souvenir. Pour les auteurs de l'époque, il s'agissait de mettre en vers une aventure dont ils avaient entendu parler, afin qu'elle ne soit pas oubliée. C'est une forme qui fait un pont entre la musique, le conte oral et la littérature écrite. La glose. La créature que vous voyez qui ondule dans l'obscurité est une lamproie. Un vertébré ancestral qui n'a pas changé depuis des millions d'années. Elle ne possède pas de mâchoire, mais une ventouse tapissée de dents cornées, avec laquelle elle s'agrippe à sa victime pour en aspirer la substance. Si cette créature était une forme poétique, elle serait sans aucun doute la glose. La glose est une forme qui ne vit pas seule, elle a besoin d'un hôte. Tout commence par un texte court préexistant, appelé l'énoncé ou le texte source, souvent un quatrain célèbre. Le poète va ensuite rédiger son propre poème, généralement composé de 4 strophes. Mais voici où le parasitage intervient. Chaque strophe du poète doit impérativement se terminer par un des vers de l'énoncé original. La première strophe se termine par le premier vers de l'hôte, la deuxième par le second, et ainsi de suite jusqu'à l'absorption complète. Bien que très populaire dans l'Espagne du siècle d'or, la glose a trouvé ses maîtres chez ceux qui aiment la contrainte absolue. Un auteur comme Joachim du Bellay, ou plus tard des poètes baroques, l'ont utilisé pour rendre hommage, mais aussi pour détourner le sens initial de certains textes. Car c'est là que réside l'aspect inquiétant. La glose entoure le texte original, elle le commente, elle le mange de l'intérieur pour lui donner un sens nouveau, parfois radicalement différent de ce que l'auteur initial avait prévu. Le texte hôte est prisonnier de la structure du glossateur. À cette profondeur, la glose nous montre une poésie de la dépendance. C'est un exercice de haute précision, où chaque mot doit être pesé pour que la transition vers le vers volé soit invisible, fluide comme le mouvement de la lamproie. On ne sait plus qui, du texte original ou du commentaire, fait vivre l'autre. C'est une symbiose parfaite, mais une symbiose où l'un des deux finit par être totalement digéré par la forme de l'autre. Le santon. Nous descendons encore d'un cran. Le mot santon vient du latin kento, qui désignait une couverture faite de morceaux d'étoffe disparates, un patchwork. En poésie, c'est exactement cela, un poème entièrement constitué de vers empruntés à d'autres auteurs. C'est la poésie devenue une salle d'autopsie littéraire. Contrairement au plagiat qui cache ses sources, le santon les expose. Le poète ici n'écrit pas, il opère, il prélève un vers chez Hugo, un membre chez Baudelaire, un organe chez Rimbaud, et coud ces fragments ensemble pour créer un corps textuel nouveau. C'est ici que l'analogie avec Frankenstein devient inévitable. Comme le docteur de Mary Shelley assemblant des morceaux de cadavres pour fabriquer une créature, l'auteur du santon récupère des vers morts, arrachés à leur contexte d'origine, et tente de leur insuffler une vie nouvelle, en les soudant les uns aux autres. Le défi est que cette structure soit la plus invisible possible, que la créature tienne debout, et que le lecteur oublie qu'elle est faite de morceaux volés. L'exemple le plus célèbre reste celui de Proba au IVe siècle. Elle a réalisé un exploit monumental, un santon de plus de 600 vers entièrement composé de fragments de Virgile pour raconter la création du monde et la vie du Christ. Elle a pris le corps païen de l'œuvre de Virgile pour y loger une âme chrétienne. C'est un détournement total, une profanation créatrice. Le santon est une créature artificielle. Il représente l'ultime stade du recyclage culturel. C'est une œuvre où l'originalité réside uniquement dans l'assemblage. Il y a quelque chose de dérangeant dans cette pratique, l'idée que tout a déjà été dit, et que nous ne sommes plus que des collectionneurs de débris, condamnés à réorganiser les restes des géants du passé pour essayer de simuler la vie.
Le santon est un monstre qui nous regarde, nous rappelant que notre propre langage n'est peut-être qu'un patchwork de citations, que nous répétons sans fin. La poésie générative. Nous arrivons au seuil des abysses. Ici, nous quittons le geste humain direct pour entrer dans celui du système. Avec la poésie générative, l'œuvre n'est plus un texte figé, mais une matrice capable de produire une infinité de versions d'elle-même. La poésie générative n'est pas née avec l'informatique, mais avec l'idée que le langage peut être programmé. Dès les années 60, Loulipo a inventé des méthodes comme le S+7 de Jean Lescure, où l'on remplace chaque nom d'un texte par le 7e suivant dans le dictionnaire. Plus tard, des pionniers comme Jean-Pierre Balpe créeront de véritables générateurs informatiques capables de produire des poèmes à l'infini, sans jamais se répéter. Mais la machine n'est pas forcément faite de silicium. En 1961, Raymond Queneau publie ses 100 000 milliards de poèmes. Ce livre est un objet mécanique. Chaque page est découpée en languettes que le lecteur peut soulever pour combiner les vers entre eux. Ici, le dispositif est génératif, mais c'est le lecteur qui sert d'algorithme. C'est sa main qui actionne les manivelles de papier. On peut alors se demander, le lecteur est-il encore un sujet sensible ou devient-il une pièce mathématique du dispositif ? En choisissant une combinaison parmi des milliards possibles, il exécute une fonction de calcul que l'auteur a prévue pour lui. Cette étape nous confronte radicalement à ce que Roland Barthes appelait la mort de l'auteur. Dès que le texte est généré par un système, l'auteur d'origine s'efface. Sa subjectivité disparaît derrière l'automatisme. Aujourd'hui, les IA poussent cette logique à l'extrême, en simulant l'émotion par pur calcul statistique. Cela pose une question brutale. Si une machine peut produire un poème qui nous émeut sans jamais avoir rien ressenti, que reste-t-il de la création ? À cette profondeur, la poésie devient une parole sans sujet, un écho automatique qui pourrait continuer de résonner bien après que le dernier poète se soit tu. Nous y sommes, dans le noir complet des abysses. À cette profondeur, le langage subit une métamorphose radicale. Il cesse d'être un vecteur de messages pour devenir un objet. La poésie concrète. Né dans les années 1950 avec des figures comme le groupe brésilien Neugrandes ou l'autrichien Eugen Gomringer, la poésie concrète refuse que le mot soit un simple signe désignant une chose. Elle veut que le mot soit la chose. La page n'est pas un support neutre, mais un espace tridimensionnel. Le poète joue sur la typographie, la taille des lettres, l'espacement et la disposition des mots pour créer une image. Si un poète concret veut parler du silence, il ne va pas le décrire. Il va laisser un immense vide blanc sur la page, avec le mot silence, minuscule, écrasé dans un coin. Le mot devient un corps qui occupe un espace. Mais il y a quelque chose de profondément dérangeant dans cette déshumanisation du texte. En devenant concret, le mot perd sa voix. Il ne nous parle plus. Il nous fait face, comme un monolithe. La poésie concrète peut prendre des formes inquiétantes. Imaginez des pages entières saturées par une seule lettre répétée jusqu'à l'asphyxie, créant des motifs noirs qui ressemblent à des grillages ou à des formes organiques inconnues. Le langage ne sert plus à communiquer, il sert à ériger des murs. On ne comprend plus le mot, on subit sa présence physique. La poésie concrète nous montre le cadavre du langage. Les lettres sont là, elles sont réelles. On peut presque les toucher, mais elles ont cessé de vibrer. Elles ne transmettent plus de pensée. Elles ne sont que des formes géométriques, des résidus de civilisation figés dans la glace. C'est une poésie du silence absolu, où l'humain s'est effacé derrière la plastique des signes. Nous ne lisons plus de vers, nous contemplons des ossements de l'alphabet. Le congé. Fermez les yeux et imaginez. Nous sommes au XIIIe siècle à Arras. Pour vous,
Les portes de la ville s'apprêtent à se refermer. Vous sentez une insensibilité dans vos doigts. Des taches apparaissent sur votre peau. Le diagnostic tombe. Vous avez la lèpre. À cette époque, c'est être déclaré mort au monde, tout en continuant de respirer. C'est dans cette atmosphère d'agonie sociale que naît une forme poétique unique, le congé. Le congé est une spécialité des poètes artésiens. Les plus célèbres sont Jean Baudel et Baude Fastoul. Ces hommes étaient des maîtres du langage, mais quand la maladie, réelle ou mise en scène, les frappe, ils doivent rejoindre la léproserie, ce mouroir hors des murs où l'on finit ses jours dans l'isolement. Avant de partir, ils écrivent leurs adieux. Ce n'est pas un simple exercice littéraire, c'est un testament vivant. Techniquement, le congé est une structure rigide, 12 strophes de 12 vers. C'est un ultime effort de lucidité, une politesse faite à la langue avant que la maladie ne ronge les cordes vocales. On y nomme ses amis, ses protecteurs, sa ville. On demande pardon et on dit adieu au soleil. Ce qui rend le congé saisissant, c'est le contraste entre la perfection de la forme et la description de la chair qui s'en va. Chez Baude Fastoul, le récit de la décomposition est d'une précision clinique. La poésie devient une expérience de mort imminente. Le poète utilise ses derniers instants de raison pour construire une prison de vers afin d'y enfermer son âme avant que son corps ne devienne une abomination. Cependant, une question demeure, suspendue au-dessus de ces textes. Ces poètes étaient-ils réellement malades ? À cette époque, la sincérité autobiographique n'est jamais certaine. Le « je » qui pleure peut être un dispositif littéraire, une performance de la douleur destinée à émouvoir ou à obtenir des faveurs. Le doute est permis. S'agit-il du cri authentique d'un homme condamné ou de la virtuosité suprême d'un auteur capable de simuler sa propre agonie ? Cette incertitude rend le texte plus troublant encore. Le congé nous rappelle que la poésie est une frontière. C'est le dernier rempart contre l'oubli. Une fois le dernier vers écrit, le poète se tait, et il ne reste de lui que cette épave dans le silence de la léproserie. Le lettrisme. Ce que vous venez d'entendre, c'est un extrait du poème Contre le cafard, écrit en 1947 par Isidore Isou. Pour une oreille non avertie, cela peut ressembler à un chaos sonore. Pourtant, pour Isou, c'est l'aboutissement d'une logique historique implacable, qu'il a lui-même théorisée. Pour comprendre le lettrisme, il faut saisir la vision qu'avait Isou de l'histoire de l'art. Il analyse comme une alternance entre deux phases. L'amplique, une phase d'expansion où l'art cherche à exprimer de nouveaux contenus, et le ciselant, phase où l'art se replie sur ses propres outils pour les sculpter. Pour Isou, le lettrisme n'est pas une simple réaction, c'est l'aboutissement volontaire et ultime de cette phase ciselante. Il décide de pousser le travail sur la matière poétique dans ses derniers retranchements, en brisant le mot pour descendre à l'unité la plus pure, la lettre. Le lettrisme ne cherche pas à détruire pour le plaisir du vide, mais pour atteindre une pureté finale. En utilisant des phonèmes dépouillés de tout leur sens, Isou crée une architecture sonore. C'est une tentative de rendre à la poésie sa force de choc immédiate par sa vibration physique des lettres, sans passer par le filtre de la définition. Si cette bascule entre l'amplique et le ciselant vous intrigue, j'ai consacré un épisode de la Poétech à ce sujet. N'hésitez pas à vous y référer pour saisir toute la richesse de la pensée d'Isou. Le lettrisme nous montre le langage en pleine explosion sonore, poussant la ciselure jusqu'à l'atome du son. Mais la poésie peut aussi chercher la perfection dans une forme de silence géométrique, où les lettres ne crient plus,
mais s'emboîtent dans un ordre éternel et symétrique. Le carré Sator. Imaginez que vous soyez un archéologue, balayant la poussière des siècles sur les colonnes de Pompéi, ou explorant les murs sombres d'une église médiévale en Angleterre. Soudain, sous votre lampe, apparaît ce bloc de pierre gravé. 5 mots de 5 lettres chacun, empilés avec une précision chirurgicale. Ce que vous avez sous les yeux est le palindrome le plus parfait jamais découvert. Il peut se lire de gauche à droite, de droite à gauche, de haut en bas et de bas en haut. Mais ce n'est pas un simple jeu de lettres. Regardez le mot central, Ténet. Il tient. Il forme une croix au milieu du carré, le pivot sur lequel tout l'édifice repose. Les mots s'emboîtent comme les rouages d'une montre éternelle. En tant qu'observateur, une question vous frappe. Que signifie ce code ? La traduction littérale la plus courante est « Le semeur, Arepo, tient avec soin les roues ». Mais qui est ce semeur qui tient les roues du destin ? Est-ce une métaphore de Dieu ? Un talisman magique ? On a retrouvé ce carré partout. Des ruines romaines au parchemin de sorcellerie du Moyen-Âge, en passant par des amulettes de protection contre la peste. Sa force ne vient pas de ce qu'il dit, mais de la géométrie du langage. Le carré Sator nous pose une question troublante sur la poésie. Le langage peut-il devenir une structure si parfaite qu'il échappe au temps ? Ici, le sens est enfermé dans une cage de pierre. Il n'y a plus de début, plus de fin, plus de respiration. C'est une poésie fossilisée, une équation magique qui semble nous dire que, si l'on agence les lettres correctement, on peut peut-être capturer l'ordre secret de l'univers. La poésie asémique. Regardez ces pages. Elles ressemblent à des manuscrits anciens, à des lettres d'amour passionnées ou à des schémas scientifiques complexes. On y voit des lignes, des courbes, des pleins et des déliés qui imitent l'écriture à la perfection. Et pourtant vous ne pourrez jamais les lire, parce qu'il n'y a rien à lire. C'est cela, la poésie asémique. Une écriture qui n'a pas de contenu sémantique. Une forme d'écriture qui refuse de signifier quoi que ce soit. Dans la poésie asémique, le poète ne choisit pas des mots, il choisit des mouvements. Il s'agit de capturer l'esthétique du langage, sa trace, sans s'encombrer de la dictature du dictionnaire. On y retrouve l'influence de la calligraphie abstraite, ou des œuvres de peintres poètes comme Henri Michaud ou Christian d'Autremont. C'est un travail sur le rythme visuel. Le poète trace des signes qui ressemblent à de l'écriture, mais qui s'arrêtent juste avant de devenir des lettres. C'est une danse de l'encre sur le papier, une calligraphie du vide. Pourquoi terminer ce voyage par la poésie asémique ? Parce qu'elle est l'œuvre qui cristallise avec le plus d'acuité la tension entre liberté absolue et contrainte de lisibilité. D'un côté, c'est la forme la plus accessible au monde. Devant une page d'écriture asémique, un enfant, un érudit ou un locuteur étranger sont à égalité parfaite. Il n'y a pas de barrière de la langue, pas de code complexe à déchiffrer. C'est une démocratie totale du regard. Tout le monde est invité à ressentir sans avoir besoin de savoir. Pourtant, c'est ici que surgit le paradoxe. Si elle est accessible à tous, il est presque impossible d'en percevoir la profondeur sans un regard érudit. Sans la culture artistique nécessaire pour comprendre la démarche du poète, on risque de passer à côté de l'œuvre en la considérant comme un simple gribouillage ou quelque chose de non artistique. Cela nous amène à une question fondamentale. Quelle est la limite de la liberté en art ? Jusqu'où peut-on s'émanciper des règles avant que cette liberté ne devienne hermétique ? À quel moment le refus de signifier cesse-t-il d'être un geste libérateur pour devenir une forme d'exclusion ? En fin de compte, la poésie asémique nous interroge sur notre propre rôle de lecteur. Elle nous montre que la liberté créatrice n'est vraiment émancipatrice que si elle parvient à créer une résonance, même mystérieuse, entre celui qui trace et celui qui regarde. C'est le saut dans le vide final,
là où le sens s'arrête, mais où l'art continue. Au terme de ce voyage, ce qui frappe d'abord, c'est l'incroyable diversité des formes. Nous avons exploré des contrées littéraires dont on soupçonne à peine l'existence, découvrant que le poème peut être un cri, un calcul, un objet de pierre ou une trace silencieuse. De tout cela, nous pouvons tirer une leçon centrale, l'opposition permanente entre formes structurantes et formes émancipatrices. D'un côté, les structures rigides cherchent l'ordre par la répétition, le refrain ou des logiques de miroir parfaites. De l'autre, les formes cherchant l'émancipation tentent de briser le cadre pour libérer l'émotion pure. Mais attention, aucune forme n'est anodine. Derrière chaque contrainte, chaque choix technique, se cache une signification intrinsèque. La forme n'est pas un simple vêtement pour le texte, elle est sa mécanique interne, son moteur, et elle mérite d'être analysée pour ce qu'elle révèle de l'intention du poète. Et vous, quelle étape vous a le plus marqué ? N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les formes que vous avez préférées ou celles que vous avez trouvées les plus complexes. À titre personnel, j'ai une immense fascination pour les poèmes holorimes, cette prouesse où la rime s'étend sur la totalité du vers. J'ai aussi un véritable coup de cœur pour le rondeau et le sonnet, ces classiques indémodables qui prouvent que la contrainte peut engendrer une beauté absolue. En revanche, s'il y a une forme que je trouve particulièrement exigeante, c'est la villanelle. Réussir une bonne villanelle avec ses retours de vers demande une rigueur et une subtilité hors du commun. En contemplant ce panorama, une évidence s'impose. Le champ des possibles est infini. Si tant de formes ont existé, c'est qu'il est encore possible d'en inventer. Alors à votre tour, allez-y, écrivez. Inventez des structures qui font sens pour vous, créez de nouveaux rythmes et de nouvelles connexions. Si ce tour d'horizon vous a plu et que vous souhaitez que nous explorions d'autres territoires, qu'il s'agisse des formes poétiques étrangères, d'un iceberg des figures de style, des différents types de versification ou encore de portraits de poètes emblématiques, faites-le savoir. Un pouce bleu, un partage et je saurai que la suite est attendue. Pour ceux qui aiment la poésie et souhaitent l'étudier en profondeur, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines immersions dans la poésie. Merci de m'avoir suivi dans ces courants profonds et on se revoit une prochaine fois.